Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le cofondateur de Père et Fiches. Il est jeune, il est frais, il sent le poisson. Générique. Anthony, bonjour. Salut. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Ravi de t'avoir sur le plateau avec nous. Ouais, pareil, je suis très content d'être là. C'est vrai? Ouais, Ah, super. trop chouette, putain. Une heure en tête-à-tête avec toi, c'est Que du bonheur. le rêve. Bah ouais, c'est bah le ouais. kiff. Mais du coup, vous l'avez pas, mais ici, c'est vrai que ça sent un peu le poisson. Ouais, toujours avec moi. Anthony, du coup, tu es le cofondateur de Père et Fiches. On va C'est attaquer directement. Je te laisse revenir sur les dates clés qui ont fait ton parcours et celui de tes associés. On fait un petit retour en septembre 2016. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Alors déjà, bon, Père et Fiches maintenant a 2 ans. Septembre 2016, c'est la rentrée dans mon master en école de commerce à Schema. Donc je rentre en master entrepreneuriat et innovation avec ma petite idée en tête de faire perdurer le métier de ma famille qui était le poissonnier à travers de la restauration rapide, étant vraiment adepte de restauration rapide. Voilà, je voulais absolument créer mon petit univers à ce niveau-là. Je rencontre du coup mes amis et associés maintenant, Ava, Charles et Alex, et puis les trois mordent complètement à l'idée du projet et se chauffent pour m'aider à le développer au sein du master, puisque c'était un projet d'abord de master. Et puis nous voilà partis. Et comment ça s'est passé? Vous êtes allé bouffer au resto, tu leur as pitché le projet Non, ils savaient, en fait, ils connaissaient, puisqu'on était amis quand même depuis les années d'avant, depuis le master, la L3, etc. Donc, ils connaissaient mon envie d'entreprendre à ce niveau-là, dans le poisson. Quand il a fallu choisir, c'est tout bête, hein, comme à l'école, quand il a fallu choisir un groupe, voilà, on s'est parlé tous les quatre, ils m'ont dit, ouais, non, voilà, on veut bosser dans le poisson aussi, on est chaud de monter ce projet, donc, et puis on est parti, quoi, de fil en aiguille, ça s'est fait hyper naturellement, on a commencé à développer le truc, et puis Père et Fiches est venu. Ok, très bien. Et du coup, donc janvier 2017, qu'est-ce qui se passe? Janvier 2017, c'est la présentation finale auprès d'un jury, en fait, donc business angels, chefs d'entreprise, les directeurs de master, voilà, le truc qui compte pour 80% de la note, tu sais, voilà. On présente et puis on cartonne, vraiment gros succès, tout le monde adore, tout le monde nous dit qu'il y a pour le coup un trou dans le filet de pêche et qu'il faut faire quelque chose. Pas mal. Donc ouais. Et du coup, voilà, nous voilà partis. Notre directeur de master nous inscrit dans des concours en fait nationaux, le Challenge Pépite France, le concours 100 jours pour entreprendre, concours qu'on remporte à chaque fois, coup sur coup. Bravo. On se dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Faut peut-être vraiment y aller, quoi. Faut peut-être vraiment se chauffer avant que quelqu'un d'autre le fasse. Et nous voilà partis décidés à bien monter Père et Fiches. Voilà. Mais on est d'accord à ce moment-là, toi, tu n'as jamais bossé dans la restauration. Jamais. Je suis proche des métiers comme ça, puisque moi, je viens d'une famille de métiers de bouche, donc de poissonnier. J'ai passé ma vie dans le commerce de mes parents, donc ce rapport commerçant, voilà, une entreprise familiale, tout ça, je connaissais. Mais c'est vrai que la restauration, c'est un vrai métier difficile à apprendre. On connaissait rien du tout. Tes associés non plus? Si, alors bon, t'avais Alex qui avait fait des saisons, Charles qui en avait fait aussi à Sancerre, mais bon, rien de... Voilà, aucun qui vient vraiment du métier de la restauration. Ok. Ce qui nous amène du coup en septembre 2017, vous décidez de vous faire accompagner, c'est ça? C'est ça. En fait, fin de l'année scolaire, on monte sur Paris. On se dit, bon, bah voilà, on a rencontré du monde, bien sûr, grâce au concours. On a commencé à se faire un petit réseau. Et puis, de fil en aiguille, on rencontre Alexandre Roudot d'Emergence Concept, qui va devenir en fait notre incubateur, notre accompagnateur pour l'année à venir et pour nous apprendre le métier de la restauration. Alors bien sûr, pallier à ça, il nous fallait des expériences dans différents concepts. On a tous bossé pendant 1 an dans différents concepts de restauration rapide à Paris. Okay. Moi, j'ai bossé chez Street Bangkok, Ava a bossé chez Picto, Charles a bossé chez Bocaux. Et donc tout ça, ça nous a permis d'apprendre le métier de la restauration en pratique. Et puis avec Emergence Concept, le côté théorique. Et puis d'avoir toutes les données et les bonnes clés en main pour faire de ton projet un succès. Ok. Voilà. Ok, et du coup, une année à bosser. Et c'est pendant cette année-là que vous avez construit réellement le projet, présenté à la banque, tous ces trucs-là? C'est ça, charbonner pendant 1 an, faire des petits boulots par-ci par-là dans la restauration, à rencontrer des gens, à apprendre, à parler, à échanger, parce que c'est très important. Se remettre constamment en question sur le concept qu'on veut monter aussi. Donc voilà, 1 an à passer comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve le local, ce qui met du temps aussi. Ouais. Et puis qu'on gère les travaux, tout ça, pour pouvoir enfin ouvrir
En septembre 2018. 2018, exactement. Un an après. Ok, et là le départ, comment ça se passe les premiers jours vous aviez anticipé, vous aviez bossé sur la com ou ça s'est fait un peu Ouais, on avait une très bonne com, on avait une communauté déjà dès le début puisque en fait les concours nous ont permis d'engranger un peu de notoriété, donc les gens nous attendaient au tournant. Et nous, tu sais, on est trois venant du sud, donc trois grandes gueules. Et on vous attend, et il y a du monde et machin. Donc à l'ouverture, on avait fait un truc énorme. On attendait du monde dans tous les sens. Et puis on se disait, bon, on va gérer, bien sûr. Attends, Bah oui, ça va très bien se passer. On n'a jamais bossé dans le truc, mais ça va le Ça se faire. saurait si les ouvertures dans la restauration, c'était difficile. Mais bien entendu. Donc bon, voilà, on y va hyper facilement. Non, on ouvre le premier jour, laisse tomber. Ça a un carton, mais je veux dire, on s'en sortait plus. On savait plus où est-ce qu'on habitait, quoi. Il y avait le monde jusqu'à je sais pas où. On envoyait froid, on envoyait machin. Enfin, c'était voilà, la vraie ouverture, tu vois, le bonheur. Donc, il a fallu de fil en aiguille se former, hein, être vraiment très très chaud. Au début, on faisait 90 heures par semaine. Enfin voilà, on n'était que tous les trois parce qu'Alex avait un métier lui à côté. Lui, il avait un métier. Il avait un métier à côté. Il gérait que la com chez Père et Fiche. Et nous voilà partis avec Ava et Charles, donc dans le bouclard à fond dès le début, quoi. Dès l'ouverture. Ok, trop cool. Écoute, ça nous permet de comprendre un petit peu comment tout ça s'est fait. Maintenant, on va mettre les deux pieds dans le plat. Hein. Ouais. On va arriver, on est mi-mars 2020. Tout va bien, tout est beau. On entend parler de Covid et là, boum, l'État nous annonce que la France entière passe en confinement total. Les établissements, les restos doivent fermer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête et dans celle de tes associés ? Je sais pas, parce que quand je refais un bond en arrière, je me dis, mais comment on l'a pas vu venir ? Ils confinaient, on entendait que ça arrivait, etc. Et puis nous, on continuait normal, tu sais. Alors en plus, on avait de plus en plus de monde. Je me souviens, c'était un samedi soir, j'étais au resto, boum, 21h, le Premier ministre annonce que dès demain, tout allait être fermé, etc. Tu fais, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc voilà, catastrophé, on fait comme tout le monde, on réunit tout le monde le lendemain, gros ménage du resto, voilà, on finit les stocks, on donne aux gens qui en ont besoin, on donne aux employés, on se prépare à fermer et puis on attend de savoir, puisque à l'époque en fait c'était même pas est-ce qu'on reste ouvert en livraison ou à emporter, il faut vraiment se confiner, quoi, c'est terrible, voilà. Donc on a joué le jeu, on a fermé immédiatement pendant je crois les un mois et demi de confinement. Comme tout le monde, pré-PGE, chômage partiel. À ce moment-là, vous aviez combien de salariés ? À ce moment-là, on en avait 9. 9 en nous comptant, Charles, Ava et moi. Ok. Voilà. Donc, voilà, il faut bien les mettre au chômage partiel. Il faut demander à la banque le pré-PGE, mettre ça en route. Les comptables qui ont un boulot de fou dans ces moments-là, essayer tant bien que mal de nous aider, de nous guider, mais même eux n'avaient pas toutes les infos. Donc, c'était vraiment une période de flou, c'était très difficile. Après, ce qu'on a dit, c'est que, écoute, voilà, advienne que pourra. Nous, on attend juste qu'ils nous donnent l'autorisation de réouvrir et puis on y va. Donc, on voit les concepts qui commencent à ouvrir ou qui restent ouverts, même les uns après les autres, pour faire de la livraison. Mais bon, nous, la livraison, c'était pas non plus le format idéal pour faire du chiffre d'affaires. Donc, on se pose beaucoup de questions et puis on attend le 11 mai où le confinement, du coup, s'assouplit un peu pour se dire, allez, bon, c'est bon maintenant. On y retourne, on y va, on ouvre et puis on verra, quoi. On ouvre, on y va avec 3 employés, même pas, je crois on était 2 patrons, 1 employé, et puis on y va et on prend les devants, quoi. Et puis dès la réouverture, on a recartonné comme avant, parce qu'en fait je pense qu'on avait manqué aux gens. Les gens se sentaient frustrés de ne pas être allés au resto ou de ne pas avoir mangé dans leur concept préféré pendant 1 mois et demi. Et puis il se trouve qu'on cartonne, donc on fait vachement de chiffres, avec en plus peu de charges, donc... au final, c'est vrai que ça reprend comme il faut. Voilà, on a sauvé les meubles, quoi. Pendant le confinement, donc pendant ce mois et demi où vous n'avez pas du tout pu ouvrir, est-ce que vous avez quand même communiqué ? Est-ce que vous avez cherché à rester présent pour justement continuer à exister ? Oui, bien sûr. Nous, la communication, c'est vraiment principal chez nous. Donc, on a continué à entretenir notre communauté, à parler aux gens. Donc, je me souviens, moi, en rentrant dans ma famille de poissonniers, du coup, pendant ce confinement, je faisais des recettes de poissons, des tutos, tu vois, des petites recettes simples. Ava de son côté aussi. Voilà, on essayait de tenir les gens au courant, de toujours leur dire, voilà, coucou, on est là, ne nous oubliez pas. Et puis, c'est vrai que chez vous, la communication, c'est quand même une brique relativement importante. On le voit aujourd'hui, vous avez on en discutait même avec d'autres restaurateurs pour un concept qui n'a aujourd'hui qu'un point de vente. Vous avez une grosse communauté, vous utilisez énormément Instagram comme beaucoup d'autres restaurateurs, mais je vois que vous êtes aussi beaucoup présent sur LinkedIn. TikTok.
Faut pas être un boomer aujourd'hui. Exactement, ok, boomer. Comment, enfin, est-ce que ça faisait partie de l'équation dès le départ? Bien sûr. Ouais, okay. Carrément. En fait, tu sais, nous, on est donc 4 associés. Et puis, tu as le 4e, Alexandre, qui est vraiment spécialiste de la communication digitale, l'optimisation digitale. C'était son métier à la base. Excusez-moi. Et donc, c'est vrai que lui, en maîtrisant ce métier, nous a donné tout de suite les métriques pour pouvoir assurer à ce niveau-là. Il connaissait déjà les ficelles, il connaissait déjà un peu ce qui se faisait. Et puis, c'est quelqu'un qui est très, très observateur, qui regarde beaucoup ce qui se fait à côté et quelles sont les tendances. Donc, je pense que de toute façon, aujourd'hui, n'importe qui, que ce soit dans la restauration ou autre chose, c'est une présence en ligne est essentielle. Mais voilà, nous, on a vraiment décidé de mettre l'accent dessus pour créer une communauté. On arrivait avec un produit qui n'était pas connu. On arrivait avec un nouveau concept, en fait. Donc, il fallait vraiment faire comprendre aux gens. Alors, c'est nous maintenant. On est là et c'est le nouveau concept. Voilà. Il faut venir. Tu vas en bouffer du poisson. Tu vas en bouffer du poisson, tu vois. Et du poisson de qualité. Exactement, toujours. Ok. La communication, enfin, tu dis tout le monde a une présence en ligne. Pardonne-moi de te reprendre, Anthony. Tout le monde n'investit pas dans de la vidéo. Enfin, je veux dire, vous, aujourd'hui, j'imagine que même financièrement, tu sais, on réfléchit souvent en ratio, en rapport au chiffre d'affaires. Je pense que vous avez un ratio qui est plus élevé que la moyenne, mais j'ai envie de te dire, a priori, ça a été un bon investissement c'est parce ultra que rentable. Ça vous a permis de rebondir derrière. C'est ultra rentable. On n'a jamais perdu d'argent sur une opération com, que ce soit qu'on fasse une vidéo, de la publicité sur Instagram, voilà. Et puis, on n'a fait que du naturel. On a engrangé des personnes de manière naturelle par de la communication. Puis, on a beaucoup travaillé avec les blogueuses food. Ce qui marche beaucoup maintenant. Donc oui, je te rejoins, pas tout le monde n'a ce côté il faut charbonner sur la com, il faut mettre les moyens absolument, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel quand même pour se différencier. Parce qu'il y a beaucoup de présence sur le net, quoi, au niveau de la food. Mais nous, on a décidé de le faire à notre façon. Et puis, c'est surtout aussi aller chercher un peu, tu sais, des gens qui veulent bosser avec toi. Tu n'es pas obligé de mettre à chaque fois plein pot sur une boîte de com qui va te faire 30 000 € pour te dessiner ton truc. Voilà. Non, on a tout fait nous-mêmes avec les moyens du bord. La 3/4 des vidéos que vous voyez ou des photos que vous voyez sont prises à l'iPhone. Après, bien sûr, on travaille avec des photographes et des petits jeunes qui font des vidéos, mais on se débrouille toujours à chercher aussi les bons mecs qui font les projets et qui ont envie de grandir et de s'entraîner. Donc voilà, c'est des bonnes contreparties, quoi. Ok, et en parallèle de ça, parce que la communication, effectivement, c'est vachement important, mais le produit en lui-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu arrives avec un nouveau produit, tu commences avec le burger de poisson, mais on comprend très vite que votre métier, c'est la street food de poisson. Il y a eu quelques acteurs qui ont tenté, on les citera pas là, mais il y a des gens qui sont positionnés un petit peu avant vous. J'imagine que du coup, il y a toute une partie R&D, en tout cas, il y a... Bien sûr. Comment votre burger de poisson à vous, il est né? Comment est-ce que les recettes sont nées? En fait, personne n'avait vraiment essayé de se spécialiser burger de poisson. Celui qui faisait un burger de poisson, il faisait la recette simple, cabillaud pané, sauce tartare, des petits condiments. Et puis, il disait, tiens, c'est comme ça qu'on fait un burger de poisson. Moi, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je suis un fan de street food, je crois que ça se voit. Et puis... Pas du tout. Merci, c'est gentil. Et derrière, je me disais... Ça doit bien être possible de marier le poisson avec le burger. Moi, je voyais ma mère faire toutes les recettes du monde avec le poisson et je me disais, tiens, comment je pourrais adapter ça en version street food, en finger food, en fait, voilà, avec ses recettes à elle. Il s'agissait juste de rendre ça gourmand, de se mettre à la place de quelqu'un qui avait peut-être envie de manger un burger de poisson comme il n'en a jamais mangé. Donc au début, en fait, on est parti avec un concepteur culinaire. J'ai pris des recettes de famille, j'avais un livre de recettes de famille. On s'est dit, voilà, nous, on aimerait quelque chose sur ce goût. Voilà, ma mère faisait un aïoli. Je disais, j'aimerais bien avoir un burger à l'aïoli, tu vois, l'aïoli. Plein d'autres recettes. Et puis, du coup, ce concepteur a mis on va dire en réalité ce process en place et a réussi à créer ce qu'on voulait avoir nous en créant les 3 premiers burgers de Père et Fiche pour notre carte. Voilà. Ensuite, on s'est lancé comme ça et puis pour tout ce qui est du reste de la carte, c'est moi et Charles qui bossons là-dessus. On développe les recettes, on fait des burgers saisonniers,
On cherche ce qui n'a pas été fait, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on a envie de manger nous, on essaie de le traduire, on fait tous les jours des essais au resto. Il y en a un de temps en temps qui sort et puis du coup on le met à la carte en burger saisonnier. On a commencé par le burger de poisson, pourquoi ? Parce qu'on s'est dit en fait c'est un produit qui n'existe pas et c'est là-dessus qu'on va faire notre pub. Donc on a commencé monoproduit. On s'est vite rendu compte que le burger, même si c'était de poisson et que ça créait la différence, c'était un peu saturé sur le marché et qu'on se privait d'une clientèle à ne pas se développer en street food de poisson frais en général. Donc on a vite rentré notre fish and chips avec notre recette spéciale, panure, bière, gingembre. On a commencé à faire des bols. J'ai vendu mon âme. Voilà. On a commencé à faire des pokés. Forcément, ça marche. Les fameux pokés. Les fameux pokés qui marchent très bien. Hein. Voilà, hein. C'est la clientèle de l'été. Ça marchait très bien, notre poké. Même, on a commencé à développer nos fishballs, salade César, ceviche. Donc maintenant, chez nous, oui, on peut retrouver une offre assez diverse de produits de la mer et de street food de poissons frais. Mais effectivement, au début, on s'est fait connaître par le burger et ça reste d'ailleurs toujours notre produit principal. On développe principalement les burgers et c'est notre on va dire, ton produit phare. Comment on dit ça, mais oui, voilà, notre produit phare, quoi. Et dans notre lance. Ok, si tu veux bien, on va revenir un petit peu à ce qui t'amène ici. On est à la fin du confinement, donc ça réouvre. A priori, ça se passe bien, les clients sont au rendez-vous. Se passe toute la saison estivale avec une ouverture et disons surtout à Paris, une saison assez bénéfique. Pour vous, ça s'est bien passé ? Ah bah nous, depuis le début, si on compte pas bien sûr le confinement et le Covid, on augmente de chiffre d'affaires de mois en mois. Okay. Donc on voit qu'on acquiert de nouveaux clients, que les gens reviennent en plus. Donc on était sur une super bonne dynamique. On a fait un été où on a fait les meilleurs chiffres d'affaires depuis le début de Père et Fiche. Donc tout allait comme sur des roulettes, quoi. Et du coup, juste pour qu'on comprenne un petit peu, parce que vous faites partie de cette nouvelle génération de restaurateurs, vous utilisez quand même pas mal d'outils. Typiquement, je me rappelle être passé chez vous justement à la sortie du confinement. Je voyais que la commande n'était plus gérée à la voix, mais avec des tablettes, qu'il y avait un système de fidélisation avec le numéro de portable. Enfin, il y a une certaine digitalisation dans vos process. Aujourd'hui, c'est important. Est-ce que ça, c'était voulu dès le départ ou c'est une adaptation due au Covid ? C'était pas voulu pour le Covid. En fait, si tu préfères, on a commencé à travailler avec Tabesto, qui sont vraiment les patrons de la tablette de prise de commande en fait, en ce moment. C'était pour fluidifier le trafic à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu veux, nous, on avait une caisse avec un mec qui restait tout le midi derrière sa caisse. Oui, parce que pour rappel, ton établissement n'est pas très grand. Vous avez quoi, 30 places à l'intérieur ? Non, il n'est pas très grand, mais ça va. Comparé à d'autres, on a 32 places dedans, 12 places à l'extérieur. Donc voilà, l'étage fait 50 mètres carrés. Donc bon, ça va. Mais c'est vrai qu'à Faubourg-Poissonnière, c'est quand même un quartier de bureau. Le midi, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils voient une queue, ça les déchauffe tout de suite. Donc il fallait trouver quelque chose pour fluidifier le trafic dans le restaurant. Et puis ces tablettes, en fait, comme tu as vu au début, les premiers à le faire, McDo, Burger King, tout ça, c'est bien pour une raison qu'ils l'ont fait. Donc, bien sûr. Donc on s'est mis à digitaliser le point de vente comme ça, à mettre des tablettes, puisque au moins voilà, quelqu'un pouvait prendre les commandes, et puis aussi d'autres gens pouvaient commander aux tablettes en même temps. Et puis ça permettait au mec qui était à la caisse de ne pas s'atteler qu'à la caisse. Si jamais il devait faire quelque chose pour aider, il peut partir de la caisse et puis les gens commandent aux tablettes. Donc au final, super préparation parce qu'on a commencé à éduquer nos clients sans savoir que ça allait être confiné derrière et qu'il allait avoir cette crise sanitaire. Donc au final, les gens étaient déjà éduqués à ça chez nous. Et quand on a réouvert, on a posé les tablettes à l'extérieur. Et ça a été carton plein parce qu'en fait, c'est vrai que ça attire du monde. Voilà, le côté tablette, le côté ça fait de la dynamique devant le resto. Tu mets des photos du coup dans le... Bien sûr. Ouais, pour que les gens voient le produit. Voilà. Et puis nous, surtout, on ne laisse pas le client à l'abandon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui avaient peur de ça. Nous, chez Père et Fiche, on a une accueil du client. Tu sais, on a repris vraiment les valeurs de mon commerce familial, c'est-à-dire que le client, c'est le plus important. Quand ils viennent, il faut que ce soit la famille, il faut l'accueillir, bonjour, machin, le sourire, tu vois, enfin vraiment le spectacle, le show du commerçant, quoi. Et donc ça, on ne voulait pas le perdre. Donc, le mec qui est en salle va toujours voir les gens qui sont à l'extérieur pour demander si ça se passe bien. Il les aide même à cliquer sur les tablettes et à commander. Donc voilà, il y a un accompagnement. C'est pas on laisse le client seul, fais ta commande et puis nous, on te donne le paquet. Non, c'est juste un outil en plus qui nous permet de fluidifier le trafic, mais toujours d'être proche du client. Et qui vous a permis aussi de recommuniquer auprès de ces gens derrière ? Bah oui, alors non, parce que... Alors intégrer, oui. En fait, si tu veux, nous, on a démarré avec Pongo.
Pongo, c'est un logiciel du coup de fidélité qui sont super. Ils te permettent de vraiment enregistrer tes bases de données clients, de faire des campagnes de SMS selon les clients qui reviennent plus ou moins souvent. Donc ça, c'est top. Ils l'ont intégré à Tabesto, donc ce qui fait que quand les gens commandent en premier lieu, ils peuvent s'identifier et rentrer leur numéro. Grâce à ça, c'est vrai qu'on a pu recontacter les gens derrière, leur proposer vachement de promotions, leur dire qu'on était ouvert. Voilà, c'était vraiment... Et tout ça en indépendant, sans passer par des plateformes comme La Fourchette ou ce genre de trucs. Non. Ça, c'est fini. On les aime pas ici, La Fourchette. Ouais, c'est fini de toute façon. Oui, c'est vrai que c'est terminé. C'est TripAdvisor, tout ça maintenant, c'est Google. Enfin, tout le monde va sur Google, tout le monde regarde les avis, tout le monde va sur Insta. Ok, donc un été qui se passe bien, et il me semble que pendant cette année, malgré le contexte sanitaire hardcore, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, il y a quand même eu des projets. Enfin, de ce que je comprends, toi, au départ, il y avait une volonté de se développer. Ouais. Le but n'était pas d'avoir que le point de vente de Faubourg Poissonnière. Oui, c'est pas malgré tout le respect que j'ai pour les restaurateurs indépendants qui ont un resto, nous c'était pas du tout le but. Nous c'était vraiment de fonder une enseigne. En fait, avec Père et Fiche, on a la volonté de devenir la référence en matière de street food de poisson frais. En France, en Europe, ça nous le permet. On veut vraiment que Père et Fiche devienne une enseigne référente. Donc, bien sûr, ça passe par le développement. Quoi qu'il arrive, même quand il y a eu cette crise sanitaire, on a tablé avec les gars et on s'est dit il faut pas freiner le développement. Il faut être prudent, mais il faut pas le freiner. Parce que sinon, on va prendre trop de retard. Mais on parle de la crise sanitaire, mais nous, depuis 2 ans, on a mangé plein fer, nous et les autres. Mais on a ouvert, on a mangé plein fer les gilets jaunes, les grèves SNCF et j'en passe pour la réforme des retraites et la crise sanitaire. Donc, 3 facteurs qui te mettent bien dans les dents quand même quand tu as envie de te développer. Donc, malgré le fait que ça aille mieux, tu te dis que toi, ça aille bien, tu te dis, putain, mais je pourrais faire plus de chiffres, me développer plus vite, j'ai moins de bâtons dans les roues que d'autres avant moi. Donc, c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a, on fait avec le contexte. Et effectivement, on n'a pas voulu freiner le développement et donc on a continué à avancer sur notre ouverture à Lille, voilà, qui est maintenant fin prête. Donc on devait l'ouvrir là mi-novembre, mais on attend jusqu'en début décembre pour voir si effectivement le confinement est levé. Sinon, on ouvrira quand même en portée et en livraison. Okay. Donc voilà, ça a quand même bien reculé, mais bon, voilà, l'important c'est ça, à la base, l'ouverture, elle était prévue, tu dis. L'ouverture, elle était prévue pour cet été. Ah oui. Bon, et oui, mais bon, entre le confinement, les travaux, parce que les travaux, on va pas se mentir. Oui. Un chantier qui est fini à l'heure, c'est pas drôle. Est-ce que ça existe ? Ça sert à rien. Est-ce que ça existe ? Non, parce que c'est pas voilà. C'est pas ça qu'on veut, nous. On veut du retard, on veut des... Voilà, on veut des malfaçons. On veut commencer à payer le loyer sans rentrer d'argent. Non, c'est ça qui est marrant, quoi. Voilà. Les franchises, c'est has-been. Franchise de loyer, c'est has-been. Ça sert à rien, d'ailleurs. Quand tu demandes au proprio franchise de loyer, il dit que non. Ça sert à rien, vous allez voir. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas voulu freiner le développement parce que moi, je crois beaucoup en notre concept. Je suis sûr que dans le poisson, c'est l'avenir. Et du coup, on sait que les gens veulent du Père et Fiche et donc du coup on veut leur en donner malgré le fait qu'il y ait ces facteurs qui nous freinent un peu. Donc oui, ouverture de Lille, il y a même une ouverture prévue, ça tu le sais, je vais pas te l'apprendre, dans un food court parisien hyper tendance dans le 13e. Tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé cette histoire-là pour toi ? Iconique ? Ouais. Alors Iconique, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le food court parisien Food and Beverage qui va ouvrir sur Paris 13. On a été approché en fait par une équipe de pure expérience avec aussi des blogueuses à l'intérieur qui sélectionnaient en fait des concepts, un peu les concepts du moment de la place parisienne pour intégrer ce food court. Et donc c'était un appel à candidature. On a candidaté sur, je crois, tu vas m'aider, 150 projets. Oui, il y a eu énormément de candidatures. Ils ont choisi ces 4. Dont on a fait partie. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai que on s'est tout de suite dit que ça allait nous permettre d'essayer un autre modèle de Père et Fiche, d'essayer un stand, un truc un peu plus... Un stand clé en main, ouais. Un stand clé en main, un truc un peu plus cool, où on allait même peut-être changer l'offre, tu vois, faire des coquillages, faire des brochettes de poulpe, je sais pas, essayer un peu plus de s'amuser autour du poisson. Ça nous permet de tester des modèles, t'es pas à l'abri de découvrir une bonne surprise, donc très intéressant ce projet, et puis fabuleux de bosser avec la réserve et enchanté, quoi. Écoute, plaisir partagé, figure-toi. Ok, donc mine de rien, dans cette année complexe, il y a le maintien de l'ouverture du restaurant de Lille. Bien sûr. Il y a ce nouveau projet iconique qui va voir le jour fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre 2021. Okay. On l'espère, si tout va bien. On a déjà accumulé pas mal de mois de retard aussi. Mais pareil, sinon c'est pas drôle. Exact. Ouais, ça commence à être de moins en moins drôle quand même. La blague elle commence à être redondante. Ça suffit les gars. Franchement, ça suffit. Bon. Moi, j'ai assez rigolé. Le comique de répétition, ça va là. Je pense qu'on a compris. Ouais. Et du coup,
je trouve que ça reste une année assez positive. Mais complètement, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que on arrive à lire aujourd'hui qu'il y a... Bon, certes, vous êtes une enseigne de restauration qui répond au code de la street food. J'aime pas dire fast food, je vais plutôt dire fast good, mais l'idée, c'est que finalement, tes canaux de vente à toi, c'est pas uniquement la vente sur place. Non. Il y a de plus en plus de ventes à emporter. Et j'aimerais qu'on fasse un petit focus un peu sur la livraison. Est-ce que tu faisais beaucoup de livraisons avant le Covid et qu'est-ce que le Covid a changé pour vous ? Non, on n'a jamais fait énormément de livraisons. Alors ça reste un mystère chez Père et Fiche, on bosse dessus. Alors quand je dis on n'a jamais fait, on n'a pas rien fait non plus, mais on va dire que ça augmente ces derniers mois, mais on a commencé, on faisait 10% du chiffre d'affaires, la livraison, tu vois, ce qui n'était pas beaucoup. Alors hors confinement, parce que maintenant bien sûr les stats sont bouleversés, mais hors confinement, là dernièrement on était arrivé à 20% de livraison en tout sur le chiffre d'affaires. Donc on sait qu'on peut faire mieux parce que la livraison, ça représente vraiment quand même un modèle important, ça représente un volume, même si on les déteste. Les Deliveroo. On vous déteste. Voilà. Ça, on y reviendra juste après, t'inquiète pas. Non, mais parce qu'après, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Tu vois, il y a du racket et puis après, il y a du manque de respect. C'est-à-dire que déjà, les mecs te prennent 30% de com sur ton chiffre d'affaires, d'accord ? Et puis en plus derrière ils te disent oui mais on n'a pas le temps pour vous parce que vous êtes qu'un restaurant, nous on met des mecs sur 7-8 restaurants, enfin non ils te le disent même pas, tu le comprends tout seul d'ailleurs. Il y a un minimum de respect à avoir et je pense que ces gens-là n'ont rien fait pendant le confinement pour aider les restaurants ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment, je pense, la pire des choses sur Terre. Vivement qu'on ait une alternative, en fait, pour remplacer tout ça. Mais d'ailleurs, il me semble que vous avez essayé au courant de l'année une alternative ça n'a pas fonctionné. Alors, ça passe par notre click and collect. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il vous plaît, voilà, avec Nora, qui est fantastique. Big up. C'est justement une solution de click and collect et grâce à elle, on a pu intégrer via notre site web aussi un modèle de livraison. Donc après, avec une équipe de coursiers. Seulement, les mecs, aussi gentils qu'ils soient, c'est pas leur métier de base, coursier dans la food. Et je pense qu'il y a une organisation très précise. Donc, je me souviens d'un mec qui avait appelé une cliente en disant oui, finalement, je pourrais pas vous livrer, je suis trop loin. Donc, il est parti avec le paquet de bouffe. Je sais pas ce qu'il a fait. Enfin bon. Donc voilà, les mecs. Donc une offre en tout cas un moyen pas adapté. Ouais. Pas adapté. Donc qu'est-ce que tu veux pour l'instant ? Tu baisses la tête et puis tu dis oui, on va continuer à faire Deliveroo et Uber Eats. Et je suis méchant parce qu'encore Uber Eats ça se passe bien. Je pense que c'est aussi ça dépend quoi. Il y a des établissements qui ont des problèmes avec Uber Eats, il y en a qui ont des problèmes avec Deliveroo, plus avec Deliveroo je pense. Mais c'est inévitable. De toute façon, on va chercher ce chiffre d'affaires-là. Ça permet quand même de faire une grosse diff à la fin de l'année, quoi. Et du coup, au moment où vous êtes lancé dans la livraison, on rencontre pas mal de restaurateurs en ce moment et on en a vu qui étaient un peu des mercenaires en mode le gars il s'est dit ok moi je fais un burger ou je fais une viande, il y a une cuisson, il y a un truc, ok je vais la foutre dans du packaging puis je vais aller me balader pendant 30 minutes avec dans Paris puis je vais essayer de la manger. On a rapidement parlé de la R&D sur les recettes. Moi j'aimerais comprendre comment est-ce que vous avez pensé, ne serait-ce que sur la livraison, ne serait-ce que sur la vente à emporter. Je veux dire franchement un burger de poisson d'une manière ou d'une autre, tu prends des risques à pas le consommer directement entre le jus du poisson ou la sauce. Ouais. Vous l'avez testé un peu ? C'est ce qu'on pensait au début. Et puis on pensait que le produit n'était pas forcément adapté et tout. Et puis en fait, on s'est rendu compte que non, parce que tous les retours qu'on a eus quand les gens sont livrés, c'est que c'est excellent, limite comme au resto. Enfin, limite, voilà, les gens ils veulent nous faire plaisir aussi. Mais je veux dire, ça arrive en bonne qualité. Et puis attends, quand tu regardes, moi je suis un gros consommateur de la livraison de base, tu vois. Niveau burger, je me faisais livrer des trucs, tu sais même pas si ça ressemble à un burger des fois. Et pourtant, ces mecs la cartonnent, tu vois ce que je veux dire. Donc tu te dis, bon, non, quelque part, c'est pas ça le problème. Maintenant, oui, il y a travailler sur les bons packaging qui va faire... que ton burger, ton produit soit bien gardé, puis c'est tout bête, mais la façon de le placer dans le sac, tu vois, ça en haut, ça en bas, machin. Donc tout ça, il y a une fluidité qu'il faut travailler en tout cas dans le packaging à emporter et en livraison, c'est sûr. Après nous, livraison, comme je te disais, c'est pas non plus un gros pourcentage. En revanche, nous, on a beaucoup d'emporter et beaucoup sur place. En fait, les gens aiment bien venir chez nous et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. On les accueille bien, on met une bonne ambiance. Chez nous, c'est assez cool, c'est cosy. Les gens ont envie de se poser. Donc, tu vois, par exemple, pour un quartier de bureau comme Faubourg-Poissonnière, t'es censé, on nous avait dit à la base, vous allez cartonner le midi, mais le soir et le week-end, rien. Bon, nous, notre plus gros jour en termes de chiffre d'affaires, c'est le samedi. C'est là où on fait des chiffres d'affaires records. Et dimanche aussi.
J'avoue que j'aurais plutôt tendance à penser que samedi, dimanche, à part la livraison et un peu de vente à emporter. Non, les gens, en fait, tout, et encore une fois, on revient sur la communication, mais tout dépend de comment tu communiques. Nous, on a réussi à devenir un lieu de destination. C'est-à-dire que les gens se déplacent pour venir. Le week-end, c'est que des gens de banlieue qui viennent. Ils prennent la voiture, ils viennent en famille, et puis ils s'installent et ils mangent, et voilà, ils passent du temps. Donc voilà, on a su aussi se donner un peu cette visibilité importante pour faire venir du monde le week-end et pour pas rester les bras croisés comme ça dans le resto en attendant que les gens viennent. Donc, on se met maintenant à faire des soirs aussi importants que les midis. Alors quand je dis maintenant, bien sûr, on ne parle pas du confinement, mais on se met à faire des soirs aussi gros que le midi, des week-ends hyper importants. Les dimanches, je t'en parle même pas, c'est des grosses journées. Donc voilà, il n'y a pas de science exacte en fait. Ça dépend comment toi, tu vas travailler ton concept, comment tu veux que les gens le perçoivent. Et puis voilà, nous, on regarde de fil en aiguille, on a bien réussi. Tu reviens beaucoup sur l'accueil, sur la manière dont vous communiquez et tout ça. Finalement, tout ça est relatif à l'expérience que vous souhaitez proposer, qu'elle soit in situ dans le resto ou qu'elle soit dans un sac que tu récupères par un livreur Uber Eats ou Deliveroo ou que ça soit quand tu prends la vente à emporter. Est-ce que ça, c'est au-delà de toi, ton passif familial de commerçant et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez identifié dès le départ en vous disant je veux impérativement que on ne parle pas d'un burger de poisson, on parle du burger de père et fiche. C'est ça. Donc a priori, j'ai l'impression que c'est plutôt oui la réponse. Bah oui, c'est ça en fait. C'est depuis le début. Moi, c'est ancré dans mon ADN. C'est voilà, tu vas dans le commerce de mes parents, tu sais, dans le sud, c'est le cliché, tu vois, du poissonnier qui t'accueille, mon père, le grand costaud qui coupe les poissons, ma mère, la petite qui dit les recettes de cuisine, tu vois, toute gentille. Et donc tout ça, moi, j'ai grandi dedans, j'ai travaillé avec eux, je me suis vachement inspiré de l'accueil que faisait ma mère aux clients. Je trouvais ça hyper important, même si c'est des commerçants à l'ancienne, c'est eux qui ont tout compris et qui ont raison. C'est voilà, le client est roi, et je pense qu'à Paris, on l'a un peu trop oublié dans beaucoup d'endroits, en tout cas, pas pour tous, parce que beaucoup de gens le font, mais nous, c'était vraiment se dire, c'est un critère différenciant en fait, d'accueillir les gens comme ils n'ont jamais été accueillis. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ça fait plaisir quoi. C'est vraiment d'être accueilli comme ça. Donc c'est hyper important, même dans la manière de décrire tes burgers. Tu vois, moi je sais qu'au début j'ai passé les 6 premiers mois à l'accueil comme ça. Et puis tous les clients qui passaient, je leur expliquais le menu. Et je leur expliquais, t'avais l'impression d'être au Ritz, quoi. Je faisais le saumon snacké, mi-cuit, sauce barbecue, déglacé au gin, jus d'ananas, mais qui salivaient avant de s'asseoir. Donc c'était ça le but. Ça faisait partie de l'expérience client et du show un peu. Voilà. Et ce qui fonctionne très bien. En réalité, c'est vachement intéressant comme vous avez réussi à tirer les codes de plusieurs éléments, les codes du fast-food, les codes des commerces de bouche comme toi tu les aimes, la proximité, et finalement tout ça vous l'êtes réapproprié, vous avez créé votre propre expérience et aujourd'hui vous vous appuyez sur les nouvelles méthodes de consommation parce que le gap entre je fais de la vente à emporter, je prends ma commande sur une tablette et je rentre chez un commerçant qui connaît mon nom, mon prénom et qui me demande comment est-ce que je vais transformer le cabillaud que je vais acheter pour nourrir mes enfants, en fait ce qui est vachement intéressant, en tout cas ce que nous on trouve intéressant dans votre aventure, c'est ce truc d'avoir réussi ce pari-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne et on est vraiment content pour vous de voir que vous arrivez à vous en sortir. D'ailleurs, ça me permet de faire la passe vers... du coup, on arrive aujourd'hui, là, actuellement, au moment où on tourne cette émission, on est en plein deuxième confinement. Où est-ce que vous en êtes, toi et tes associés, là ? Eh ben, on lâche rien. Comme je te disais tout à l'heure, on est sur le point d'ouvrir Lille, iconique, qui va se faire aussi bientôt. Et puis, on est sur un 3e ou 4e projet qui serait à Lyon. Donc, plus concret que ce qu'on pense. Donc, avis à tous les Lyonnais, a priori, Père et Fiche devrait débarquer dans pas si longtemps. Hein. On risque de vous envoyer du poisson très, 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 très frais dans pas longtemps. Ouais. Mais donc voilà, non, on stoppe rien en fait. Moi, par exemple, donc, tu sais, on est 4, on se divise, on a des pôles chacun bien différenciés. Moi, je m'occupe de ce qui est développement, donc des locaux, etc. Et donc, je lâche rien, quoi. Je prends toujours ce qui est à venir. Surtout qu'avec la crise actuelle, on sait qu'on va avoir des opportunités et que ça risque d'être moins cher. Malheureusement, parce que certaines personnes vont fermer, parce qu'ils ne peuvent plus s'en sortir, ça va permettre à d'autres enseignes de trouver leur levier de croissance un peu et de reprendre des locaux, de pouvoir se développer. Enfin, voilà. Et donc, du coup, on n'en a pas vraiment parlé, mais d'un point de vue financier, tu me parles là de développement, vous ouvrez Lille, vous avez potentiellement un nouveau projet à Lyon. Comment ça se passe ? Vous avez des investisseurs ? C'est la banque qui suit ? Vous essayez de prendre ce qu'il y a à prendre un peu partout ? Vous avez un partenaire, sans le citer bien entendu mais... Non, mais en fait, on a plus ou moins un investisseur familial qui est voué à nous suivre.
qui a mis un petit billet pour l'ouverture du premier, pas pour le deuxième parce qu'il n'y avait pas besoin, on avait assez de trésor, pour le troisième qui va mettre certainement, donc qui va vraiment nous aider à attaquer ce développement, puisque là maintenant on veut faire notre tête donc, de réseau pour pouvoir attaquer vraiment le développement de manière concrète. Sinon après c'est bien sûr du financement bancaire, on a un partenaire bancaire Youssef chez BNP qui est extra, donc non ils nous accompagnent bien, ils sont chauds de se développer avec nous, enfin de nous aider à nous développer plutôt parce que bon, mais on a été agréablement surpris par l'engouement de la part des instituts bancaires pour continuer à nous accompagner. De fait, peut-être parce qu'on a une bonne cave, qu'on a fait une bonne première année, on n'a pas dépensé comme des fous, on a mis à gauche tant qu'on pouvait. Donc voilà, ça joue aussi une certaine prudence sur la gestion de ton établissement. Ça fait qu'après, les mecs ont confiance en toi. Ils te disent, bah oui, c'est bon, c'est un bon gestionnaire, on va y aller. On va l'aider à se développer. Voilà. On te le souhaite en tout cas. Merci. Anthony, merci pour tout ce que tu nous as raconté. Avec plaisir. C'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé notre discussion. Maintenant, j'ai 2 questions à te poser. Celles qu'on pose à tous les visiteurs, écouteurs, auditeurs. J'ai perdu mes mots. Qu'on pose à tous nos invités. Si 2020 était un plat, ça serait quoi ? Si 2020 était un plat, je ne sais pas si c'était un plat, mais par contre, je pense que ce serait de l'huile de foie de morue. De l'huile de foie de morue, très bien, super. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est pas bon, c'est dégueulasse en goût, mais quelque part, ça a des bienfaits. Donc je dis pas que ce qui est en train de se passer, ça a des bienfaits, mais on peut en tirer des conclusions, puis se remettre en question pour l'avenir et se dire, bah tiens, j'ai connu ça, maintenant, le meilleur reste à venir. Donc voilà, je pense qu'il faut rester hyper positif. Trop cool, Anthony, merci beaucoup. Et ma dernière question, c'est, écoute, chez Tomorrow Food, on a un petit peu un objectif, tu vois, qui nous paraît encore un peu inatteignable, mais on essaye. On adorerait faire venir Alain Ducasse. Monsieur Ducasse, si vous m'entendez, on est toujours là. Est-ce que tu as peut-être un petit message à lui faire passer, ou peut-être que s'il vient, tu serais d'accord pour lui ramener un burger de poisson Je suis ultra chaud d'avoir les retours d'un monsieur comme ça. On a déjà eu les retours de Thierry Marx parce qu'on avait fait la bourse Badois. Donc voilà, il nous avait bien tapé dessus pour les choses où ça allait pas. Et puis non, mais il avait apprécié. Et avec grand plaisir, moi, je viens cuisiner pour le chef Ducasse sans problème. Eh ben, chef, vous entendez. Je suis sûr que vous allez adorer, chef. Un concept de plus. En tout cas, si vous venez, vous allez manger énormément de nourriture parce que tout le monde est chaud de lui faire goûter. Eh oui. Anthony, merci beaucoup. J'espère que ça va le faire. De la force pour toi, tes associés. Big up à Ava qui s'est fait exit de Koh-Lanta vendredi. Elle s'est bien battue. On est tous avec toi. On est tous fiers de toi. On a vu que t'as pêché. Merci à toi et à très vite, Anthony. Merci, Léo.